Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Antoine Catard. À la rencontre d'adolescents ES, dans des environnements incertains. Écoute croisée. Nous avons choisi ce titre pour rassembler, dans un ouvrage collectif, les contributions des enseignants-chercheurs et des praticiens au premier colloque international en sciences de l'éducation concernant la thématique de l'adolescence contemporaine en lien avec la question de ces environnements. Ce colloque s'est déroulé les 4 et 5 juin 2015 à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens et a été organisé par le CAREF, Centre amiénois de recherche en éducation et formation, en partenariat avec le laboratoire E-Accent-Aigu-MA, École, Mutation, Apprentissage, de l'Université de Cergy-Pontoise et l'équipe clinique de l'éducation et de la formation. Approche psychanalytique, socio-clinique et institutionnelle, CLEAPSY, unité de recherche CIRCEFT de l'Université Paris 8. La visée de ce colloque était de nous permettre de renouveler la réflexion sur la manière dont les adolescents et les adolescentes d'aujourd'hui tentent de garantir la continuité de leur sentiment d'exister quand ils sont confrontés à un environnement qui vacille. En effet, comme l'écrivent Catherine Jousselme et Jean-Luc Douillard, comment ne pas prendre en compte l'évolution de notre société, ses contradictions, ses clivages, dans notre théorisation actuelle des processus d'adolescence? Lors de ce colloque, nous avons tenté d'identifier la manière dont les adolescents qualifient leur environnement actuel. Quelles sont les angoisses à l'œuvre? Qu'est-ce qui pèse sur eux dans la réalité de l'environnement et vient se heurter à leurs peurs fantasmatiques? Dans quelles conditions le collège et le lycée peuvent-ils répondre à certaines attentes? Quel rôle jouent les professionnels dans les nécessaires étayages? Comment aller à la rencontre des adolescents et des adolescentes, tout en se laissant surprendre par eux? Ce colloque a porté sur des travaux issus de recherches récentes et de réflexions actuelles de praticiens et d'intervenants. Il a été l'occasion de participer à l'élaboration de nouvelles hypothèses sur la manière dont l'adolescent se déplace, de position en position, pour parvenir à construire ses propres compromis identitaires. Les auteurs intervenant dans le cadre de ce colloque ont retravaillé leurs contributions en développant leur analyse du rapport des adolescents à leur environnement pour comprendre leur investissement fantasmatique, ainsi que les identifications auxquelles ils tiennent et par lesquelles ils tiennent. Tous les auteurs de cet ouvrage partagent une visée compréhensive de l'impact des caractéristiques de l'environnement contemporain sur la construction identitaire des adolescents L'effort de pensée que nous déployons depuis 2015 s'est concrétisé par la mise en place du réseau international interdisciplinaire de recherche ACEI, Adolescence contemporaine et environnement incertain, avec l'objectif de dépasser la coupure souvent opérée entre champ social et domaine psychique en cherchant à soutenir de nouvelles voies de travail à partir de leur imbrication. Pour appréhender la souffrance psychique des sujets dans notre société hypermoderne, nous nous étayons sur les travaux de certains auteurs qui ont permis d'en éclairer les enjeux. Nous pensons aux travaux du Laboratoire du changement social à Paris 7, mais aussi à ceux du Centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon 2, et plus particulièrement, au dernier ouvrage de René Caès, Le mal-être. Pour ce dernier auteur, la souffrance est celle des formations intermédiaires, des processus de liaison intrapsychique et de configuration de liens intersubjectifs. Ce mal-être contemporain se distingue, selon lui, par des chaos identitaires et des défauts de symbolisation, et se présente selon 4 caractéristiques. La culture du contrôle, qui génère une violence régulée, et une violence incontrôlée, toutes deux mettant en péril les garants méta de la symbolisation et de la subjectivation. La deuxième caractéristique qu'il propose est la culture de l'illimité et des limites extrêmes, qui est à la fois une culture du danger, mais aussi de l'exploit transcendant. Cette caractéristique a pour fondement le refus de la castration symbolique et le triomphe de la jouissance sans limite au service d'un idéal fétichisé. La culture d'urgence, qui a transformé la temporalité dans le monde postmoderne, serait sa troisième caractéristique. La quatrième serait constituée par une culture de mélancolie, comme le fond de deuil interminable engendré par les catastrophes du siècle écoulé. Pour cet auteur, la postmodernité cultive à la fois le catastrophisme, les promesses maniaques et les rêves de maîtrise et de contrôle. Si nous suivons sa démonstration,
Ces 4 caractéristiques se cristallisent dans 2 dimensions majeures du mal-être. L'absence du répondant, notion que nous reprenons à notre charge dans nos travaux de recherche depuis 2015, et les processus sans sujet. Pour nous, la question de l'environnement est centrale. Les dimensions de dedans et dehors, de réalité interne et réalité externe sont mobilisées de manière indissoluble. En effet, on peut penser que l'environnement désigne ce qui entoure l'adolescent, mais aussi penser que l'adolescent porte en lui et intériorise une part de cet environnement. Dans son article Réalité externe et réalité interne, importance et spécificité de leur articulation à l'adolescence, paru dans la Revue française de psychanalyse, Philippe Jeanmet évoque le fait que les psychanalystes de l'adolescence sont constamment sollicités par les adolescents à travailler à la frontière de ces la réalité interne et la réalité externe, 2 faces de la réalité. Il développe l'idée que cette sollicitation les amène à considérer qu'il était nécessaire de réfléchir sur leur articulation, pour tenter de comprendre comment ces 2 faces de la réalité retentissent l'une sur l'autre, et quels liens dynamiques les unissent, afin de les utiliser conjointement et complémentairement. Et il ajoute plus loin que l'articulation de ces 2 réalités est une problématique centrale à l'adolescence, compte tenu à cet âge de l'ampleur des remaniements qui affectent la première, la réalité interne, et du poids dont pèse la seconde, la réalité externe, sur l'actualité et l'avenir de l'adolescent. Dans les rencontres avec des adolescents ES, la responsabilité des professionnels prend appui sur les diverses figures ou postures d'adultes, ou d'adulité selon l'expression de Philippe Gutton. Celles-ci sont convoquées dans les écrits de plusieurs psychanalystes sous différentes dénominations, comme personnage tiers, Kestenberg 1981, Passeur, Gutton 2012, Grand autre autorisant le passage adolescent, Raciol 2010, ou encore interprète motivé selon Pierrat Olanier en 1975. En ce qui me concerne, j'opte pour la figue du répondant. Comme l'écrit RKS, le répondant est la présence humaine à une adresse, à une demande. Le répondant accepte d'en être le destinateur, il ne se dérobe pas devant le risque de la rencontre. Tenir une position d'adulte face à l'adolescent et pour l'adolescent consiste à lui proposer l'expérience de la rencontre avec l'altérité qui s'établit à partir d'une différence de place et de génération, car la perte de la dissymétrie adulte-adolescent engagerait une nouvelle confusion générationnelle, comme le soulignent F. Marty et F. Houssier. C'est dans cette perspective que se tiendra le 2e colloque du réseau ACEI, Adolescence terminée, adolescence interminable, en octobre 2018 au Liban. Pour organiser ce livre, j'ai sollicité les 9 chercheurs, chercheuses et praticiens-praticiennes qui sont intervenus ES dans le cadre de ce colloque. Leurs contributions à cet ouvrage collectif sont l'expression d'une pluralité d'approches. Dans le premier chapitre, L'adolescence, création d'un acteur social, Philippe Gutton évoque 3 notions autour desquelles il articule les exemples cliniques issus de sa pratique de psychanalyste auprès d'adolescents ES, le pubertaire, la création de soi et l'excès. Il propose l'idée d'une situation anthropologique fondamentale à l'adolescence, pour sortir en quelque sorte de la division entre psychanalyse et anthropologie. Le texte de Laurence Gavarini intitulé « Que nous apprennent les adolescentes et les adolescents que l'on dit décrocheurs dans l'épreuve de la rencontre ?» En 2e chapitre, se démarque de l'approche sociologique du décrochage scolaire pour aborder celui-ci comme un phénomène social, institutionnel et psychique. L'auteur propose des extraits de la recherche qu'elle a conduite, à propos d'adolescents qu'elle a rencontrés dans des groupes de parole. Le 3e chapitre, l'exclusion ponctuelle de cours au collège, liaison et déliaison dans la relation pédagogique, est coécrit par Arnaud Dubois et Daniel Hans. Ces auteurs ES tentent de proposer des hypothèses à propos de certains enjeux psychiques des enseignants, lorsqu'ils sont amenés ES à prendre la décision d'exclure un élève ponctuellement du cours. C'est par une démarche d'intervention-recherche au sein de plusieurs collèges que les chercheurs et chercheuses ont recueilli et analysé le matériel sur lequel ils s'appuient dans leurs propos. La contribution collective d'Hilaria Piron, de Caroline Leroy, de Meïl Bold et de Patrick Geffard ayant pour titre « Des espaces entre adultes et adolescents au collège, qu'est-ce qui décroche ?», prend place dans le 4e chapitre. Dans un premier temps,
Hilaria Piron suggère la métaphore de l'Odyssée pour penser les processus de décrochage scolaire comme la manifestation d'une quête d'un lieu d'accroche dans le transfert, entre les différents espaces qui constituent les dispositifs de raccrochage et de remédiation. Dans un deuxième temps, Caroline Leroy s'attarde sur certains de ces dispositifs au sein d'un collège, en étudiant comment leur agencement dans l'espace scolaire contribue à maintenir secret l'organisateur inconscient mortifère qui pourrait en être à l'origine. Dans un troisième temps, May Hilbold et Patrick Geffard explorent ce qu'il en est des espaces entre adolescents et adultes, lorsqu'ils sont évoqués par des enseignants et des membres du personnel d'encadrement d'un collège au cours d'un dispositif de réflexion en situation groupale. Dans le chapitre 5 et ceux qui suivent, les auteurs ES font le lien entre adolescence et jeunesse et adolescence et territoire. Dimianos Katar, dans le chapitre intitulé « La stabilité, un défi pour la jeunesse du monde », propose une description du monde arabe en le situant dans sa dimension géopolitique et en intégrant l'influence de la dimension économique. Cette contextualisation permet de mieux appréhender les changements advenus au cours des 25 dernières années et leur retentissement sur la jeunesse du monde arabe. Joël Bordet aborde la posture de témoin-interprète dans le 6e chapitre, Témoins-interprètes. Accueillir les jeunes des quartiers populaires. Pour cet auteur, la posture de l'intervenant en tant que témoin-interprète permet le passage entre l'intime et le politique. Elle favorise, à ses yeux, les processus de travail collectif, élus, professionnels et jeunes, et contribue à la dynamique de réassurance collective. Le parcours de Joël Bordet qu'elle relate dans ce chapitre témoigne de ses multiples investissements, recherche-intervention, réseau international, pour créer les conditions d'accueil des jeunes des quartiers populaires. Le 7e chapitre intitulé Rapport au savoir, virtualisation du monde et confusion des espaces. Repères théoriques et cliniques, est proposé par Françoise Hatchuel. Cet auteur, en partant des travaux anthropologiques sur les rites de passage, propose la notion d'anthropologisation des jeunes en opposition à celle de socialisation. Elle cherche à interroger les effets de l'accélération numérique sur la capacité à investir du sujet adolescent, et essaie de montrer en quoi la virtualisation du monde contribue à la confusion des espaces. Émile-Henri Riard, dans le chapitre 8, Temps et projet à l'adolescence, tente de situer les différents aspects du temps adolescent au plus près des dimensions sollicitées dans la construction de son projet. Pour cet auteur, le projet adolescent est en lien avec les remaniements psychiques à l'adolescence. Il montre dans ce chapitre ce que peut entraîner l'absence de projet du fait que ce dernier couvre l'individuel et le social, l'affectif et le professionnel, le passé et le futur. Gilles Monceau, dans la rubrique Contrepoint, propose son point de vue sur le colloque auquel il a assisté dans son intégralité. De sa place de grand témoin, il fait résonner les contenus des différentes interventions avec ses propres expériences conduites auprès d'adolescents ES selon un référent socio-clinique institutionnel. Chapitre 1 L'adolescence, création d'un acteur social. Philippe Guton. Antoine Katar. Philippe Guton, vous êtes psychiatre, psychanalyste, professeur émérite de l'Université Paris 7. Vous avez travaillé pendant de très nombreuses années avec et pour les adolescents. Vous avez fondé et dirigé depuis 1983 la revue Adolescence. Pour préparer cette présentation, étant donné l'étendue de votre œuvre dont je ne connais qu'une petite partie, je me suis intéressé aujourd'hui à 2 de vos derniers écrits, Réflexion sur le statut d'analyste dans la cure des adolescents, Les cahiers de clinique psychologique, 2013, et Adolescence et idéal démocratique, accueillir les jeunes des quartiers populaires, J. Bordet, Ph. Guton, 2014, en cause-écriture avec Joël Bordet. Je me suis aussi appuyé sur le chapitre Philippe Guton, des théorisations originales interrogées, rédigé par Bernard Brusset qui interroge vos théorisations originales dans l'ouvrage Le tourment adolescent, tome 3, Ph. J. Vratassel, 2014. J'ai trouvé que ces 3 écrits me conduisaient à vous présenter à la fois comme un théoricien et un praticien, avec une pensée toujours en mouvement. Un théoricien qui a introduit un nouveau paradigme en psychanalyse avec votre thèse de base du pubertaire. Pour vous, l'adolescence n'est pas seulement une reprise de l'infantile. L'adolescence est une période de refondation de soi,
une recherche de solutions permettant d'assurer le sentiment continu de l'existence en intégrant la nouveauté pubertaire. Vous avez élargi la voie ouverte par Evelyn Kestenberg et Pierre Mal, et vous avez été artisan de la conceptualisation de l'adolescence comme un processus de création. Dans votre ouvrage Le génie adolescent, vous présentiez le processus intrapsychique qui habite l'adolescent comme un acte de création. Ainsi, pour vous, l'expérience de l'adolescence active deux processus dialectiques, la sublimation dont résulte l'originalité et l'idéalisation qui rend possible le partage. Ces deux processus, sublimation et idéalisation, le premier du côté de l'originalité de cette création adolescente, le deuxième dans la rencontre avec l'autre pour contribuer à rendre cette originalité partageable. Un psychanalyste praticien, un psychanalyste qui a occupé une place d'interprète de l'intrication des processus d'adolescence infantile et pubertaire pour reprendre vos termes sans être complice de la métamorphose pubertaire ni porte-parole de l'infantile sur le modèle parental. Tout au long de votre parcours, votre pensée n'a pas cessé de s'enrichir et on le voit bien aujourd'hui avec la place que vous êtes conduit à accorder aux registres socioculturels et politiques. Différents articles parus dans les numéros Droit de cité T25 numéro 1, 2007, Politique et adolescence T27 numéro 2, 2009, Politique et inconscient T28 numéro 1, 2010, de la revue Adolescence en témoigne. Vous allez sûrement évoquer ce que les développements récents de votre œuvre vous permettent de penser du lien adolescence et société. Aussi nous sommes heureux et honorés de votre présence parmi nous aujourd'hui, et impatients de vous entendre. Philippe Guton. Je voudrais dire pour commencer l'impression que j'ai en entendant les premières interventions de ce colloque. L'adolescence, qui est un processus complexe, a longtemps souffert, même si c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, de l'absence d'articulation entre les travaux des psychologues, des anthropologues et des chercheurs en sciences de l'éducation. Cette préoccupation interdisciplinaire a beaucoup compté pour la revue Adolescence. Récemment encore, dans une journée à Paris 7 où il était question du djihad, un sociologue a évoqué sa conception. Quand je l'ai rencontré après son exposé pour lui poser quelques questions, il m'a répondu « Vous êtes psychiatre. Je ne vois pas du tout ce que vous allez me dire. » J'ai pu ainsi constater qu'il y avait vraiment un clivage entre les différentes disciplines, alors que, pour la compréhension de l'adolescence, l'approche interdisciplinaire devrait être centrale. À la revue Adolescence, nous avons organisé, le 5 octobre 2012, avec Françoise Héritier au Collège de France, le colloque Anthropologie de l'adolescence, où nous avons essayé de contourner cette différence qui existe dans notre esprit et dans nos recherches entre jeunesse et adolescence. En effet, dans le discours des sociologues ou des politiciens, ces deux concepts, adolescence ou jeunesse, sont en compétition, ce qui oblige à les définir différemment alors que pour ma part, j'estime qu'il s'agit plutôt de deux termes que de deux concepts et qu'ils sont synonymes. Une grande partie de mon propos dans ma conférence d'aujourd'hui pourrait relever d'une volonté de sortir de cette division en proposant l'idée d'une situation anthropologique fondamentale de l'adolescence. Guton Ph, 2014, Adolescence, 32/11-21. Jean Laplanche a proposé la notion de situation anthropologique fondamentale, à propos de la relation mère-bébé. Je reprendrai cette notion en l'appliquant à l'adolescence et en montrant que la dimension anthropologique est fondamentale au sens d'être soi, d'être d'abord soi. Le titre que j'ai donné à cette conférence me semble congruent avec ce que je cherche à appréhender aujourd'hui, à savoir le fondement d'être soi et la relation à autrui. Je vais me rapprocher de l'intitulé du colloque, et des interrogations que pose l'idée d'une adolescence contemporaine. Qu'est-ce qui est contemporain ? Depuis quand est-ce contemporain ? L'adolescence est un concept apparu récemment. Les premiers travaux sur l'adolescence en France datent des années 1890 à 1900, en particulier avec ceux de Pierre Mandous auxquels je ferai allusion plus tard. J'aborderai mes réflexions sur la question du contemporain, sur ce qu'il y a de nouveau non pas dans l'adolescence, mais dans la conception que nous avons de l'adolescence selon 3 points. 1. Le premier point porte sur le concept de pubertaire. Ce concept a une importance considérable dans la mesure où sa visée était de distinguer ce qu'il en est de l'infantile et ce qu'il en est de l'adolescence. Régulièrement,
Y compris dans la théorie psychanalytique, l'adolescence était présentée comme un âge où l'infantile se réactualise dans l'après-coup. Je ne développe pas ici ce point de vue. Il s'agit pour moi au contraire dans un premier temps, de réfléchir à partir de ce qui est nouveau chez les adolescents, c'est-à-dire la puberté avec sa base biologique. Quand j'ai commencé à évoquer le pubertaire, sa base biologique était alors très peu travaillée. Elle est devenue un champ de recherche considérable, quant à ce qui concerne l'évolution du cerveau. Il s'agit en effet d'un moment et d'un espace de changement considérable. Cette base biologique que l'on donne à l'adolescence a aussi une base corporelle beaucoup plus large que lorsque j'ai lancé le concept de pubertaire, 1991, Paris, PUF. Je définis très succinctement ce que j'ai nommé le pubertaire. À la puberté, se révèle une autre sexualité, ce que mes collègues lacaniens appellent une sexualité autre. De quoi s'agit-il ? Elle est autre par rapport à la sexualité infantile. Je ne sais pas si vous réalisez que cette phrase, consistant à dire que la sexualité pubertaire est autre que la sexualité infantile freudienne, est une véritable révolution par rapport à la pensée freudienne. Mais à mon avis, cela ne l'est pas vraiment. Tous les premiers numéros de la revue Adolescence sont consacrés à cette question, c'est-à-dire au fait que nous voulons nous différencier dans le travail avec les adolescents, de la question des restes de la névrose infantile pour travailler avec du nouveau sans faire référence constamment au niveau infantile. Et ce nouveau, c'est celui d'une sexualité autre liée à des rencontres avec des partenaires imaginaires et réels, autres par rapport au fait qu'ils ne sont plus des enfants. Le pubertaire est peut-être une notion nouvelle dans notre conception, comme la révélation d'une sexualité qui est le prolongement de la biologie, c'est-à-dire de ce que Jean Laplanche appelait l'instinct sexuel, et précisément dans cette biologie, la complémentarité des sexes. Dans la sexualité infantile, il n'y a pas de complémentarité des sexes. La sexualité infantile est phallique. Elle repose sur la différenciation phallique, c'est une affaire d'emprise ou non. La véritable différenciation théorique de l'enfance, ce n'est pas la différence entre garçons et filles, c'est la différence entre les enfants et les parents. Ceux qui sont des porteurs phalliques sont les parents, ce n'est pas en vérité le garçon par rapport à la fille. Toujours est-il qu'il apparaît biologiquement une sexualité différente. Cette sexualité différente, que nous avons considérée comme anti-freudienne au départ, est autre. Je dirais les choses différemment. La sexualité pubertaire retrouve la signification profonde de la sexualité freudienne, à savoir une pulsion de vie, une pulsion de participation. On parlerait aujourd'hui volontiers d'intime extime avec un partenaire. Il apparaît à la puberté une motion de participation sexuelle tout à fait fondamentale dans la définition même que Freud a donnée à ce qu'il appelle la sexualité dans le troisième essai. Ce n'est pas du tout ce qui, pendant des années, a été interprété comme tel. À la puberté, il y a une sorte de retrouvaille de l'amour, tel que l'enfant ne l'a jamais vécu depuis les tout premiers moments symbiotiques de la relation mère-bébé. Dans le champ des liens primaires, l'idéal de l'adolescent serait de retrouver un état se rapprochant de ce qu'il a vécu au début de sa vie. Pierre Mal compare la crise d'adolescence à la crise des 3 ans. Je ne dis pas tout à fait cela. Je dis qu'il y a une retrouvaille à l'adolescence, d'un idéal d'amour que l'enfant a gardé toute son enfance et qu'il aurait enfoui, perdu. Dans ce sens, la fameuse phrase de Freud, selon laquelle l'adolescence ne fait que retrouver ce qui a été déjà vécu et perdu, prend son sens. Ce n'est pas qu'il retrouve la sexualité infantile, mais qu'il retrouve une capacité amoureuse telle qu'il l'a vécue dans ses toutes premières années. C'est un retour. Je suis presque en train de vous dire que l'état amoureux adolescent serait une errance de retrouvailles de l'état symbiotique entre mère et enfant. Retenons cette idée que l'adolescence est animée par l'amour de l'amour. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, c'est un air de chérubin dans les noces de Figaro de Mozart. Une sorte d'idéal d'amour qui va mener l'adolescent. L'adolescence avance par état amoureux, par échec amoureux successif, c'est-à-dire cet idéal de retrouvailles d'un état amoureux ancien qui n'est jamais parfait, jamais achevé. J'ouvre une parenthèse. Comme vous le voyez, je suis en train de définir une approche de l'adolescence centrée sur la question de la mère lorsque la plupart des travaux sur l'adolescence, jusqu'aux années 80,
était centrée sur la question du père. Il y a un déplacement. À l'époque, j'avais écrit que l'adolescence avance par états amoureux successifs et si on reprend les mots de Winnicott, par illusion et désillusion. C'est un peu cruel, mais c'est assez proche de nos observations cliniques. J'accompagne encore quelques adolescents. Un adolescent très perturbé de 14 ans tombe follement amoureux. Lui et son ami sont ensemble quasiment toute la journée parce qu'ils se téléphonent tout le temps, se rencontrent sur Internet pendant la nuit. La participation verbale, et à peine corporelle, est extrêmement importante. Ils sont tellement en communauté l'un avec l'autre, qu'il commence à exprimer son désir sexuel à son égard. À ce moment-là, la fille l'arrête complètement. Il n'est pas question d'avoir un rapproché corporel. Elle souhaite rester dans le langage. C'est une grande déception de sa part. Il rompt avec ce grand amour. « Je ne te verrai plus jamais », dit-il ou quelque chose d'approchant. Dire cela à une fille qui est dans la même école que lui, c'est courageux. À partir de ce moment-là, il a décidé de draguer, c'est-à-dire qu'il revient à une position qui n'est pas celle de l'état amoureux dans lequel la différence et la similitude avec l'autre sont travaillées de plusieurs manières. Il décide d'assurer une maîtrise de la fille. C'est classique dans notre culture. L'homme cherche une maîtrise à l'égard de la femme. Il est entré dans une espèce de succès de drague, si je puis dire, et en même temps un regret, ce que Nietzsche appelait l'éternel retour, de l'état amoureux et du renvoi à cet état dans lequel il était quand il était très petit et qui reste très présent. C'est un garçon encore fusionnel aujourd'hui, avec sa mère. Dans cette première partie, je présente l'adolescence comme une évolution du pubertaire. Aujourd'hui, la sexualité est un chapitre plus ouvert qu'il n'était dans les siècles derniers, au XIXe siècle par exemple, où les mineurs n'avaient guère de possibilité de satisfaire leur sexualité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le praticien ne peut pas avoir une position vis-à-vis de l'adolescent, comme il l'aurait à l'égard d'un enfant. Je vous rappelle que la discipline psychiatrique à laquelle j'appartiens, c'est la pédopsychiatrie, dans laquelle il y a un ensemble enfant-adolescent pour lequel on a fait un amalgame fort discutable. Dans le livre Adolescence et idéal démocratique, Accueillir les jeunes des quartiers populaires écrit avec Joël Bordet, nous sommes allés plus loin. En utilisant davantage le plan des constats que le plan scientifique, nous avons glissé vers un idéal démocratique de l'adolescence. Les adolescents, de façon intragénérationnelle et intergénérationnelle, ont comme idéal la rencontre avec des autres qui sont différents et semblables, mais qui ne sont pas inégaux. C'est le thème du livre. Il s'agit de rencontrer de nouveaux autres qui sont évidemment différents, évidemment semblables car la participation humaine repose sur la similitude, mais il ne s'agit pas d'inégalité. On pourrait presque définir l'adolescence comme une ébauche de sortie de l'inégalité infantile. Sur le plan des sciences de l'éducation, cela peut poser bien des problèmes, par exemple, le collège. L'adolescence peut se définir comme une sortie de l'inégalité, qui est caractéristique de l'enfance. Dans l'enfance, il y a une inégalité intergénérationnelle radicale. En l'occurrence, grâce à cet amour de l'amour, peut-il sortir de cette inégalité et rencontrer des autres ? En particulier dans les groupes d'adolescents intragénérationnels, les groupes de pères, que l'on est obligé d'épeler à voix haute à chaque fois pour ne pas confondre avec le père. On a donc commencé à faire de cet amour de l'amour quelque chose de proprement adolescent. De nombreux numéros de revues sont sur les groupes, les amitiés adolescentes, etc. Mais la volonté de l'adolescent n'est pas de rester au sein des adolescents. C'est une sorte d'idéal d'amour diffus, intragénérationnel et intergénérationnel. Ce sont les adultes qui s'en défendent en repoussant l'adolescent. Or, l'adolescent est demandeur. Il est toujours demandeur. Cela rejoint une belle définition de l'adolescence que l'on trouve chez Patrick Modiano, Gutton, 2015, Bordeaux, L'esprit du temps, l'adolescence est une attente. Elle attend de trouver un amour qui ne soit pas un amour comme on en avait à l'égard des parents oedipiens. Quand je suis avec un adolescent, je ne vais pas faire comme Freud faisait avec Emma en 1895, je ne vais pas me reporter à des souvenirs d'enfance. Tu es aujourd'hui comme tu as été dans la situation oedipienne infantile. Je me méfie de ce rapprochement. Je pose la question de l'adolescence dans l'actuel et l'environnement.
2. Quelles questions poser au sujet adolescent lorsqu'il se trouve engagé dans cette nouvelle affaire, le pubertaire? L'adolescence est un moment de création de soi. C'est le thème de cette deuxième partie. Cela pose une nouvelle question par rapport au contemporain. L'adolescence est une création. Je propose l'idée que l'on peut discuter, que c'est l'époque de la création fondamentale. Jamais les adultes ne rencontreront des moments de créativité, comme ceux que l'adolescent a rencontrés. L'adolescence va devenir une sorte de source de souvenirs pour l'adulte, comme un moment originaire. Je vais parler de ce travail de création. Mais la création n'est pas forcément agréable. Tous les artistes et les grands artistes qui veulent faire un chef-d'œuvre le savent, on est en pleine jouissance et en pleine souffrance. L'adolescence est ce moment créateur de soi, moment de création subjectale à partir duquel se définissent les traits de la personnalité, les traits identitaires, en sachant que cette identité restera plurielle très longtemps. Sera-t-elle même un jour une identité unique? Je ne le crois pas. Nous pouvons nous reporter aux travaux de Donald Woods Winnicott. Il est le premier à avoir parlé de la créativité. Nous pouvons y distinguer deux lignes de force. Il y a ce qui est déjà là, et ce qui est nouveau. La création met en antagonisme et en liaison en même temps, en confrontation, le nouveau et ce qui est déjà là, c'est-à-dire l'enfance, l'infantile, ce qui reste de l'infantile. Je vous ai montré qu'il y avait une coupure, et je suis en train de vous dire le contraire. J'en suis tout à fait conscient. L'infantile est toujours là, mais nous n'allons pas le rechercher. La création de soi a deux lignes identitaires. Pierra Olagnier parlait de deux identifiants. L'une est l'infantile, déjà présent dans le souvenir de l'adolescent et déjà présent dans les parents, dans les porte-paroles de l'infantile que sont les parents. Le concept clé de l'infantile, de ce qui est déjà là, c'est l'emprise. Nous allons revenir rapidement à la question de la démocratie. Ce qui est déjà là, le souvenir d'enfance, quand on travaille avec des adolescents et que l'on trouve des souvenirs d'enfance, ce sont des signes de pouvoir subi et de pouvoir agi, de passivation et d'activation. Ce qui est déjà là, ce sur quoi la nouveauté va pouvoir se brancher pour devenir véritablement une création de soi, c'est l'infantile avec cette charge de l'infantile qui est celle de l'emprise. L'emprise est le concept psychanalytique du pouvoir. Pour moi, emprise, maîtrise, pouvoir sont synonymes. L'enfance est le champ de l'emprise. Tout ce que vit l'enfant est sous emprise. Ce que je dis est un peu audacieux et peut-être critiquable. Pour moi, c'est une idée importante. En antagonisme de cela, à l'adolescence, le deuxième formant ou identifiant est le pubertaire, tel que je l'ai défini plus haut, c'est-à-dire une échappée à l'emprise et la recherche constante d'une participation, d'un intime extime. La création adolescente est un moment spécifique de la vie. C'est une idée importante dans la mesure où les psychanalystes, dans les cures d'adultes, ne tiennent pas compte très souvent des souvenirs d'adolescence, par exemple, dans les cas de Freud, à l'exception de Dora, comme s'il s'agissait de souvenirs trop tardifs. Selon moi, les souvenirs d'adolescence sont fondateurs de l'adultité. Ce n'est pas l'infantile qui est fondateur. C'est au moment où l'infantile se trouve confronté avec la nouveauté pubertaire que se situe la construction du sujet. L'adolescence est le moment subjectal fondamental, originel et originaire. Raymond Kahn est celui qui a le plus théorisé et utilisé ce concept dans le champ des adolescents. Il a publié vers 1991 deux livres, l'un sur la création subjectale et surtout, un autre dans lequel il utilise son expérience en hôpital de jour, dans lequel il montre que dans la psychose adolescente, il y a un blocage, un avatar de la subjectalisation qui rend impossible la création. Il ne reste plus qu'à devenir seulement psychotique. Cette réflexion a donné un dynamisme formidable autour du concept de création. Avant les travaux de Raymond Kahn, on appelait la panne de création panne de développement. En traduisant les travaux de Moses Laufer à Londres, on a parlé aussi de panne d'identification. Impossible d'être soi. Je reviendrai sur ce blocage. Pas de subjectivation sans intersubjectivation, à deux et plus, dit René Caes. Raymond Kahn opère une distinction très importante pour nous dans le livre sur l'idéal démocratique. On est amené à réfléchir sur deux modèles de créativité, une créativité directement avec l'autre,
les figures parentales de l'enfance, les parents réels et les autres, les partenaires de l'état amoureux. Cette création de soi passe évidemment par la famille. Ce n'est pas pour rien si, à partir de cette théorie de la création, les psychothérapeutes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.